Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous nous entendez. A priori, oui. Est-ce que oui, tout le monde nous entend? Je vois les têtes qui hochent. Ok, bah écoutez, bonsoir à tous, que vous soyez connectés en ligne ou présents dans cette salle. Après pas mal de réunions, on va dire en visioconférence uniquement, on peut ce soir reprendre une dose de présentiel, on va dire, grâce à une très belle salle, on va dire, en mairie. Donc voilà, on reprend ces présences communales mobiles. Donc ici à Saint-Genis-Laval, on vient de passer une après-midi, on va dire, très, très chargée avec de nombreuses visites sur la commune de Saint-Genis. Outre la permanence que j'ai tenue ce matin, qui m'a permis d'accueillir dans cette salle les Saint-Genois et des personnes des alentours qui voulaient échanger avec moi. On a pu aller à 14h visiter le lycée Payot, très beau lycée agricole public avec beaucoup de partenariats sur les territoires. Ensuite, on s'est rendu dans le chantier de l'entreprise Diapex qui vient s'installer, qui s'agrandit à Saint-Genis-Laval, qui a son site de production dans la Drôme et qui est voilà, avec un projet vraiment aussi très intéressant et très réfléchi. Et puis à 2 pas de cette entreprise, on allait voir le chantier du métro et Madame la maire et les élus municipaux qui étaient avec nous ont expliqué toute la manière dont ils voyaient le projet, on va dire très complexe et qui a des impacts importants sur la vie de la commune. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup en tout cas pour cet accueil et puis pour tout le programme qui a été fait. Si ça te convient, peut-être que tu peux commencer par peut-être te présenter, dire un mot sur Saint-Genis-Laval et puis ensuite on pourra rapidement entamer les échanges. Donc bonsoir à tous. Donc déjà, je suis heureuse d'accueillir effectivement des Saint-Genois dans cette salle du conseil. Depuis le mois de juillet, on essaie, malgré les circonstances, de renouer aussi avec la relation autre que virtuelle. Donc je salue quand même les personnes qui sont en visio, mais c'est important aussi pour nous les élus de pouvoir interagir aussi, que ce soit lors des conseils municipaux ou des réunions publiques. Donc, je remercie Monsieur le député de sa visite à Saint-Genis. Ce que je souhaiterais ce soir, surtout, je pense que les citoyens ils sont venus voir leur député, lui poser des questions sûrement par rapport à l'actualité sanitaire, législative, voir les projets qui ont pu être conduits pendant le mandat et comprendre aussi peut-être au niveau de l'Assemblée nationale ce qui se joue et les enjeux. Au niveau je dirais, de la ville de Saint-Genis-Laval, je pense que c'est pas l'instance pour communiquer. On a créé beaucoup avec l'équipe d'instances pour parler de notre commune et interagir avec les habitants. Alors, si je puis me permettre, puisque vous m'avez donné l'occasion, une petite page publicité, j'en profite pour dire aux Saint-Genois que nous organisons un nouveau café citoyen le 25 septembre, le samedi matin, à 9h30 au Barol, vraisemblablement autour du centre social, parce qu'il nous faudra un lieu de repli si jamais le temps n'est pas propice. Donc voilà, j'invite les Saint-Genois à se rendre à ce lieu pour échanger non seulement sur les problématiques de ce quartier et les attentes, mais aussi sur tout ce qui peut concerner la ville de Saint-Genis. Donc, écoutez, merci donc aux personnes présentes. Et puis, si vous avez des questions, je pense que c'est le principe. N'hésitez pas, on a une petite heure, donc on va essayer de s'y tenir et surtout de pouvoir répondre à vos interrogations. Sur les sujets plutôt nationaux, mais en fait, les choses étant tellement imbriquées qu'il est parfois intéressant d'avoir l'éclairage à la fois au niveau national et puis de voir comment c'est ressenti aussi au niveau local. Et puis oui, dans le programme, il y a quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est qu'on vient de passer 1 heure avec le conseil municipal pour échanger sur les sujets un peu plus qui concernent l'articulation, la relation entre l'État et la commune notamment, échanges également qui ont été très riches. En tout cas, n'hésitez pas ce soir à dire ce que vous avez sur le cœur d'une certaine manière, que ce soit positif, négatif. Il y a plein de points à améliorer. Et puis, on va essayer de faire une alternance entre les personnes qui sont connectées là en visioconférence et puis
les personnes qui sont dans la salle. En visioconférence, étant donné qu'on ne vous voit pas, essayez si possible de vous signaler au travers du petit chat si vous souhaitez intervenir, ou sinon vous pouvez, je crois, lever numériquement la main. Vous avez un petit bouton pour lever la main pour qu'on puisse voir si vous souhaitez intervenir. Voilà. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par un sujet dans la salle? Alors, si vous pouvez vous présenter. Je me présente, j'ai les grands citoyens de Saint-Gilles-Laval. J'aurais une question qui est une préoccupation un peu d'ordre national en matière énergétique, relative à la transition énergétique. Parce que l'opinion publique aujourd'hui est évidemment focalisée sur la crise sanitaire, voire sur le risque terroriste islamique. Tout le monde semble être d'accord pour dire qu'il faut faire la transition énergétique parce que les dégagements de CO2 engendrent un réchauffement climatique dont on souffre tous de plus en plus les uns et les autres. Mais quid de cette transition énergétique? Bon, je crois que vous êtes impliqué à l'Assemblée nationale dans 2 commissions défense et notamment énergie nucléaire, spécifiquement pour en parler. Alors, il y a des énergies de transition qu'on utilise largement, un peu comme en Allemagne, c'est-à-dire ces énergies dites renouvelables, le photovoltaïque, l'éolien avec un taux d'acceptation discutable parce qu'on n'a pas obligatoirement envie d'en avoir chacun devant nos jardins, et le photovoltaïque qui est bien, mais qui ne produit pas obligatoirement au moment où on en a besoin. Et c'est toute la question de ces énergies dites non pilotables qui produisent pas du tout, ou rarement, au moment où on en a véritablement besoin. Et si on veut stocker cette énergie qui est produite par ces énergies dites renouvelables, à ce moment-là, on atteint un coût pharaonique, puisqu'il faut des batteries, il faut des systèmes extrêmement sophistiqués pour pouvoir conserver cette électricité produite. C'est pourquoi on voit énormément d'éoliennes aujourd'hui à l'arrêt, puisque nos centrales nucléaires sont là et produisent. Alors, le président Macron donc, a fixé un objectif de réduction du nucléaire à 50%, à un horizon qui m'échappe, mais qui est pas si loin que ça, donc 50% du mix énergétique électrique. Aujourd'hui, on est à 80% de nucléaire pour l'électricité, si ce n'est pas plus d'ailleurs. L'hydroélectricité, on a atteint toutes les capacités du pays, les écologistes sont contre les développer. Donc, on est dans la quadrature du cercle où on a de l'énergie nucléaire, 54 réacteurs nucléaires, on en a arrêté un à Fessenheim pour des raisons politiques, on connaît. Je voudrais savoir si, qu'est-ce que vous envisagez de faire? 2 choses. La première, c'est est-ce que vous envisagez de travailler vraiment avec les députés européens pour monter la taxe carbone sur l'empreinte carbone de tous les produits qui rentrent d'Asie aux frontières de l'Europe, de manière à éviter le dumping social et écologique. Vous savez que la Chine continue à construire 1 centrale à charbon par semaine, ce qui annule tous nos efforts que nous faisons ici en Occident. Donc, est-ce que, premièrement, vous envisagez de faire quelque chose avec les députés européens pour parvenir à un consensus sur l'augmentation de la taxe carbone? Et deuxièmement, comment pourriez-vous envisager de reparler un petit peu plus à l'opinion publique sur un maintien, voire un développement du nucléaire, qui est une énergie propre, qui ne dégage pas de CO2 et qui, finalement, ne fait pas tant de morts que ça. Fukushima a fait 0 mort, je le rappelle. Donc, voilà, je sais que vous êtes très branchés sur le sujet du nucléaire. En tout cas, j'avais assisté à une réunion sur le sujet. Donc, est-ce que l'on peut envisager, reparler de nucléaire pour la nation et surtout, comment financer la transition énergétique qui va engendrer une baisse de pouvoir d'achat collectif parce que les énergies alternatives coûteront beaucoup plus cher que les énergies carbonées bon marché. En tout cas, merci pour cette intervention qui comporte déjà beaucoup d'éléments, de matière en tant que telle et de réponses. Et malheureusement, on pourrait passer la soirée sur le sujet, que ça ne suffirait pas. Bon, sur le constat, je crois qu'on a tous vu encore la dernière version du rapport du GIEC qui confirme bien le réchauffement climatique qui est en cours et qui, dans tous les cas, est irréversible jusqu'à 2050. Si les efforts qu'on fait maintenant seront un effet ensuite, et on doit vraiment les faire parce que au-delà c'est vraiment plus qu'un réchauffement, c'est un dérèglement climatique avec des conséquences extrêmement nombreuses dans nos vies quotidiennes et même des pays qui vont pouvoir disparaître, submergés par le rehaussement des eaux.
la France, quand même, malgré tout, aujourd'hui, quand on regarde les émissions carbone, est plutôt, plutôt en avance, on va dire, hein, et notamment grâce à son parc électronucléaire que vous avez cité. Et donc, je pense qu'il faut quand même le dire et il faut quand même, et en même temps, être totalement motivé dans la décarbonation de nos usages du quotidien, que ce soit chauffage, mobilité, etc. Et cette décarbonation, vous l'avez dit aussi, elle passera en partie par l'électrification de certains usages, notamment le passage du véhicule thermique vers le véhicule électrique. Alors, vous avez abordé la question au travers de deux questions très précises, qui est la taxe carbone et la promotion du nucléaire, si je peux dire. Sur la taxe carbone, la France a affiché cette ambition, effectivement, de fiscalité carbone aux frontières de l'Europe. Ça n'aurait pas de sens à l'échelle nationale, hein. Et on pousse vraiment dans ce sens-là. À partir du 1er janvier 2022, la France aura la présidence de l'Union européenne et va mettre ce sujet à l'ordre du jour. Et pour vous dire que c'est un sujet vraiment local, cet après-midi, l'entreprise Diatex nous a dit qu'effectivement, quand elle avait une activité économique, ça générait une pollution maîtrisée, mais qui était bien moindre que celle qui était faite dans les pays asiatiques et qu'elle était en concurrence déloyale face à la non prise en compte de cette pollution faite en Asie. Et donc, le rétablissement d'une taxe carbone permettrait de donner un peu plus de loyauté dans les échanges internationaux, au-delà de financer l'Europe, ce qu'elle a besoin, notamment après la dette qu'elle a contractée pour la crise sanitaire, puisque une bonne partie du plan de relance a été financée par l'Europe pour l'ensemble des États européens. Donc voilà, sur la promotion du nucléaire, qui est la deuxième partie de la question, je pense que pendant un certain temps, on n'a pas assumé cette ambition nucléaire française, hein, peut-être pour des raisons politiques, on n'a pas su correctement dire les choses. Et même dans notre programmation pluriannuelle de l'énergie, effectivement, quand on dit vraiment 50% du nucléaire dans le mix énergétique, derrière tout ça, on sous-tend l'idée que le nucléaire, c'est pas bien, que ça produit des émissions carbone. Or, parmi l'ensemble des modes de production d'énergie, y compris photovoltaïque, y compris éolien, le nucléaire est la technologie qui produit le moins d'émissions carbone, avec quand même deux sujets majeurs d'inquiétude pour le nucléaire, hein, qu'il ne faut pas non plus éluder, qui est d'une part les questions de sécurité. Donc, il faut avoir un haut niveau de sécurité, ce que je crois qu'on a en France, avec notamment l'autorité de sûreté nucléaire, qui est vraiment un gendarme indépendant totalement intransigeant sur ces questions-là, mais le risque zéro, malheureusement, n'existe pas. Et puis, la question des déchets, d'où le rapport que j'ai rendu avant l'été sur le nucléaire avancé de 4e génération, qui permettrait de beaucoup mieux optimiser le combustible et de produire beaucoup moins de déchets, sans même parler des projets de réacteurs en fusion nucléaire qui ne produiront zéro déchet, mais là on parle d'énergie nucléaire dans au moins une cinquantaine d'années. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'on est un certain nombre à croire que l'avenir énergétique de la France et du monde repose en partie sur le nucléaire, en tout cas sur sa bonne combinaison avec les énergies renouvelables qui sont par nature intermittentes. Et pour vous dire, pas plus tard que demain, midi, je déjeune avec Bernard Accoyer, qui est l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui mène un combat à ce sujet-là, et tous les deux, on essaie de voir comment on peut être plus actif dans les choix qui seront à faire pour le pays dans les années qui arrivent. Peut-être j'en terminerai là pour ne pas être trop long. Vous savez qu'après Flamanville, les prochaines décisions qui sont à prendre, c'est la construction de nouveaux EPR en lieu et place des centrales nucléaires existantes. Cette décision sera sans doute à prendre en 2022. Et donc, ce sujet de l'énergie nucléaire sera sans doute un des sujets importants de la campagne nationale à venir. Et donc, il faut que la démocratie fasse son effet, qu'on sache tous défendre, on va dire, une position raisonnable à ce sujet, non seulement pour être autonome d'un point de vue énergétique, mais aussi pour diminuer notre émission carbone. Voilà. Donc, à votre disposition, en tout cas, si vous voulez avancer davantage à ce sujet-là. Et je vais essayer d'être moins long pour les prochaines réponses. Pardon. Merci. Qui souhaite poser une question? Alors, je ne sais pas. Ah oui, alors on va peut-être prendre une question en ligne. Est-ce que quelqu'un en ligne Alors oui, Marielle nous dit il y a moyen de faire synthétique pour les questions. Oui, effectivement. Alors, je ne sais pas si Marielle, justement, a une question synthétique, éventuellement. Alors, pardon, il faut par contre que j'active... vous pouvez activer votre micro, hein, les participants. Est-ce que quelqu'un en ligne souhaite intervenir? Okay. Donc, Marielle nous dit que c'est bon. Donc, voilà. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'intervention en ligne. Alors, on va peut-être prendre, sauf si quelqu'un se manifeste, une deuxième intervention dans la salle.
Je ne sais pas qui souhaite intervenir. Levez simplement la main, vous faites un signe distinctif. Bon, moi, je veux bien en poser juste une deuxième très courte, puisqu'on demande de la brièveté. Sur la notion de demandeurs d'asile, vous savez qu'en France, à peu près une centaine de milliers de demandeurs d'asile chaque année. Ça va augmenter, évidemment, réchauffement climatique oblige, Afghanistan et autres sujets du genre. Est-ce que vous envisagez de faire passer l'autorisation de travail des demandeurs d'asile sur les métiers en tension pour lesquels les chefs d'entreprise ne trouvent actuellement pas de personnel? Alors, je ne suis pas un spécialiste des sujets d'immigration notamment, mais de ce que je comprends, sur la demande d'asile aujourd'hui en France, comme dans il y a d'autres pays au regard des conventions qu'on a signées, elle est inconditionnelle. Si la personne est menacée dans son pays, alors la demande d'asile est instruite et la forte chance, on va dire, d'être acceptée. En tout cas, par contre, on pourrait avoir une immigration choisie sur d'autres types de demandes hors demande d'asile. Je fais partie de ceux, en tout cas, qui pensent que on n'a pas encore trouvé le moyen de débattre vraiment de manière très sincère et apaisée sur ces questions d'immigration. On a une suite de lois depuis une vingtaine d'années. Quand on regarde les choses, on essaye à chaque fois d'agir, on va dire, du mieux qu'on peut. Mais voilà, je pense qu'on pourra aller beaucoup plus loin dans la réflexion et dans ce qu'on sera en mesure de faire en définissant clairement ce qu'on veut faire et en l'exécutant surtout extrêmement précisément. Aujourd'hui, quand on regarde par exemple les ordres de quitter le territoire français, les EQTF, je crois qu'il n'y en a même pas 10% qui sont effectués. En gros, la justice a beau parler, dans tous les cas, ça ne change pas grand-chose. Et donc, je pense que si on veut avoir une politique migratoire, on va dire, qui est en tout cas comprise par les Français et efficace, il faut qu'on détermine bien les choses, mais ensuite qu'on puisse avoir les moyens de l'appliquer, on va dire, fermement. Et pour ma part, ma ligne est plutôt de considérer que l'immigration, à certains égards, peut être une chance, mais il faut qu'on ait un haut niveau d'exigence avec les personnes qui viennent, en tout cas qui souhaitent venir s'installer en France, que ce soit en pratique du français, en insertion économique, etc. Et que si, entre guillemets, le contrat n'est pas rempli, qu'on n'hésite pas à dire, bah, écoutez, le contrat n'est pas rempli, soit parce qu'une infraction a été commise, soit parce qu'il n'y a pas une volonté d'intégration, soit parce que le français n'est pas pratiqué. Et donc, moi, je considère plutôt l'immigration comme une chance, mais je pense qu'en contrepartie, il faut qu'on ait une exigence avec les personnes qu'on accueille d'une certaine manière. Et qu'il faut qu'on se donne les moyens de cette exigence. Vous avez conscience qu'aujourd'hui, c'est un développement du travail au noir. Actuellement, l'interdiction de travail est un développement du travail au noir, et c'est très bien pour les Français qui ont leur pouvoir d'achat, du coup, qui est maintenu grâce à ça, d'une certaine manière, notamment, je pense aux bâtiments, etc. Donc, ce travail au noir n'est pas obligatoirement très respectable eu égard aux lois, mais vous le savez comme moi, on le sait tous, on en rencontre. C'est quand même regrettable de ne pas. Et vous savez qu'une demande et des recours de demande d'asile peuvent durer 1 an, 2 ans, voire 3 ans, avant d'aboutir à la fin des recours de la Commission nationale des demandeurs d'asile. Oui, je pouvais compléter parce qu'en fait, ça ne fait pas partie des endroits qu'on a visités aujourd'hui, mais sur Saint-Genis-Laval, on a un des centres d'accueil de demandeurs d'asile de la métropole. Et effectivement, cette problématique, quand vous parlez de 1 an, 2 ans, 3 ans, ça peut même aller des fois jusqu'à 6 ans, 7 ans pour certains dossiers très complexes avec les recours. Et effectivement, on voit des personnes qui souhaiteraient travailler, qui finalement sont maintenues des fois dans des zones aussi de non-droit, puisqu'elles n'ont pas en recours, elles n'ont pas le QTF, donc pas l'ordre de quitter le territoire français, mais en fait, elles ne perçoivent plus d'allocation et finalement sont maintenues dans une espèce de no man's land, on va dire, avec des solidarités qui s'organisent en lien avec des citoyens. Mais finalement, ces personnes, en fait, elles attendent quelque chose. Donc, en fait, qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer, j'imagine, c'était un peu ça la question, pour accélérer aussi la procédure et surtout rendre exécutoires les décisions qui sont prises? Je pense que ce qui est en jeu ici, c'est la rapidité de la décision, parce qu'effectivement, on voit bien que
quand la décision, on va dire, n'est pas rapide, elle n'est plus applicable d'une certaine manière, parce que au bout d'un moment, la personne légitimement fait sa vie en France, inscrit ses enfants, et ça devient totalement même presque inhumain de dire, bah voilà, tu t'es installé en France parce qu'on t'a pas répondu fermement, et maintenant on va demander de rentrer chez eux. Enfin, c'est plus possible. Après, moi, vraiment le sujet sur lequel j'ai pas je n'ai pas suffisamment travaillé pour vous apporter une réponse précise, c'est pour savoir ce qui pêche depuis une vingtaine d'années, gouvernement de droite comme de gauche confondu. Je ne sais pas si c'est vraiment le manque de volonté politique, parce qu'à un moment donné, il y a eu quand même des volontés politiques extrêmement fermes à ce sujet-là, ou si c'est les moyens qu'on se donne, ou aussi peut-être les administrations des fois qui ont d'autres choses à faire, ou qui ne. Je pense qu'il y a un ensemble de tout ça. Et tout ça, je pense qu'on le lève par un débat national vraiment apaisé, qui en ressorte avec le plus possible un consensus national et la mise en place. Et donc un vrai débat national à ce sujet-là, notamment au niveau des assemblées, pour qu'on puisse être très, très serein derrière dans l'application des choses. Et de ne pas se retrouver face à des situations totalement inextricables. Voilà. Ensuite, il y a sans doute une réponse européenne également. On parle de Frontex, parce qu'effectivement, l'Europe, ça a été la belle idée de ne plus mettre de frontières, notamment à l'intérieur de l'espace Schengen, mais on a sans doute peu densifié les frontières, notamment européennes, et c'est vrai que l'Europe, on y rentre quand même, on y sort assez facilement aujourd'hui, et sans doute sans être dans des idées de construire des murs comme font les Américains, les Turcs, enfin là, on a sans doute peut-être davantage de moyens à mutualiser pour travailler à ce sujet-là. Mais c'est un sujet, je pense vraiment, qui est devant nous, parce que quand on regarde par rapport à votre première question, les conséquences du dérèglement climatique sur les flux migratoires, je crois que l'ONU estime quasiment 1 milliard de réfugiés d'ici 2050, avec des zones qui vont devenir plus désertiques, voilà, sans parler des différents conflits qui peuvent exister, notamment au Moyen-Orient. Donc, c'est un sujet qui est devant nous, et je pense qu'on doit traiter de manière plus ferme, peut-être, que ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. Peut-être. Alors, en ligne, vous signalez bien, je vois qu'il y a d'autres personnes qui arrivent, qui se connectent progressivement. Peut-être dans l'attente, on peut prendre une autre question ici. Ou ça peut être une proposition, une remarque, ou un témoignage, enfin vraiment ce que vous souhaitez. Oui. Alain Geoffroy, donc ce COPR sans Naval. Donc, monsieur a posé des questions que je voulais poser. Parce qu'effectivement, si on voulait être pragmatique, il faudrait sans doute créer un statut spécifique pour ces gens-là qui puissent travailler pendant l'instruction de leur dossier, qui peut de la manière que durer dans l'année. Ouais. Et en plus, comme ancien employeur sur les métiers attention, c'était vraiment une main-d'œuvre volontariste qui pouvait enrichir la France, qui entrerait plutôt de travailler bien, des impôts, etc. Dans le même ordre d'idée, donc, on a parlé au gouvernement des améliorations sur tout ce qui est énergie par rapport aux locaux, aux appartements, et quelles actions vont être menées vers les bailleurs sociaux qui aujourd'hui, pour beaucoup, proposent des appartements qui, je ne sais pas exact, mais pour de très nombreux appartements qui sont de véritables passoires. Les gens qui ont déjà très peu de ressources, RSA, etc., peuvent payer, même sur Saint-Genis, des factures EDF jusqu'à 2 000 € par an. Ouais. Et pour compléter, les bailleurs sociaux et aussi des fois les copropriétés avec des propriétaires qui ont des petits revenus et qui, dans des logements anciens, c'est ce qu'on appelle un peu souvent les copropriétés dégradées, qui se dégradent et qui, en fait, les personnes n'ont pas les moyens de faire rénover effectivement leur logement, ou alors avec des fois aussi une complexité dans les dossiers qui font que s'ils ne sont pas accompagnés, en fait, c'est quasiment impossible à remplir, et du coup, les gens ne se chauffent pas. Et après, c'est aussi d'autres problématiques qui découlent sur la santé des personnes, leur bien-être, et puis… Voilà, tout à fait. On fait des choix.
Est-ce que, juste Benjamin, est-ce que tu peux mettre le haut-parleur qui est là-bas, plutôt là-bas, parce que les gens en ligne nous ont dit qu'ils n'entendaient pas la question. Merci. Et alors, je me permets juste de la répéter, qui est de finalement comment on fait pour booster l'isolation, notamment dans les logements sociaux. Ouais. Lutter aussi. Ouais. Pour lutter aussi contre ce qu'on appelle la précarité énergétique, c'est-à-dire quand un ménage met une part importante de son revenu là-dedans, d'autant plus qu'on a beaucoup parlé des moyens de produire de l'énergie décarbonée, mais même cette énergie décarbonée, elle n'est jamais totalement propre. Dans le cadre du nucléaire, on produit quand même des déchets. Et là, comme on dit souvent, la seule énergie propre, c'est celle que l'on ne consomme pas. Et donc, quand on peut, via une bonne isolation, se prémunir de consommer de l'énergie, y compris de l'énergie décarbonée, c'est toujours positif. Si vous permettez, il y a une croissance économique liée au budget des travaux énorme, qui est un réserve important. Ouais. Bon, moi, je pense que pour résoudre ce sujet, il y a déjà l'accompagnement qu'on peut permettre aux foyers et entreprises, notamment en faisant les calculs avec eux pour montrer que l'isolation est parfois préférable, même d'un point de vue économique, ou l'accompagnement des bailleurs sociaux. Les collectivités sont quand même bien emparées du sujet et mettent en place des conseils à ce sujet-là, que ce soit au niveau départemental ou dans les territoires. Le deuxième sujet qu'on peut mettre en place, c'est tout ce qui est des incitations sous forme de subventions, de taux zéro. Pour les propriétaires privés, il y a des mécanismes qui arrivent qui vont permettre aux gens de contracter un emprunt pour financer de tels travaux qui sera financé au moment de la vente du bien et à taux zéro. Pour les collectivités, en ce moment, il y a énormément de subventions. Enfin, je pense que je contrôle la manière sur peut-être qu'à Saint-Gilles, je ne sais pas si ça a marché ou pas, mais sur la question de quand vous avez un bâtiment public que vous souhaitez le rénover pour faire de la rénovation énergétique, le plan de relance vraiment a permis là des financements importants. Et donc, au-delà de l'accompagnement, au-delà des incitations financières qu'on peut mettre en place, le dernier outil qu'on peut actionner, c'est celui de la réglementation, en disant pour le logement neuf et même pour le parc existant, à un moment donné, par la réglementation, on met des normes type réglementation thermique, etc. La difficulté de ce troisième levier, c'est que vous finissez quand même par réenchérir le coût de la location. Et donc, vous avez certains logements bien isolés, mais qui coûtent plus cher aussi en location. Donc, le risque aussi, c'est que les bailleurs sociaux ferment des logements et qu'il y ait une offre qui se commande. Ouais. Donc voilà, je ne sais pas si dans les pistes d'action, il y en avait d'autres. En tout cas, à minima, sur les nouveaux logements, c'est ce qui concerne la réglementation thermique. Les nouveaux logements, on peut au moins, je crois que c'est 1 ou 2% du parc par an qui est neuf. On peut au moins prévoir que pour ces nouveaux logements, il y a quand même un niveau d'isolation, on va dire, qui soit convenable. Donc, la France, on n'est pas forcément les mieux placés là-dessus. Par exemple, les Allemands sont plus avancés sur ça. Ouais. Les bailleurs sociaux, je pense, doivent pouvoir bénéficier d'aide aussi de la part de l'ANRU ou autre à ce sujet-là. Il faut... alors voilà, ça rejoint un peu Kim nous dit que une loi est passée. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire pour que effectivement les travaux d'isolation soient défalqués lors de la succession. C'est-à-dire que la personne n'est pas forcément à payer ses travaux d'isolation, mais lors de la cession du bien, que ce soit pris en charge à ce moment-là. Voilà. Donc, il y a d'autres questions? L'isolation, en tout cas, c'est vraiment un gros sujet parce que quand on regarde les grandes patates, on va dire, de la consommation énergétique, quand on a traité mobilité et chauffage, on a déjà traité on va dire, des grands postes. Et sur l'isolation, ça fait vraiment partie du sujet sur lequel on peut progresser, on va dire, ou sur lequel on a des marges de manœuvre, on va dire, qui sont pas mal. Après, sur le chauffage, il y a derrière le mode de production du chauffage, où aujourd'hui on a encore beaucoup de personnes qui ont des chaudières fuel ou autres, et on peut tendre vers des énergies plus décarbonées, comme les pompes à chaleur ou autres, quand on a des logements bien isolés. D'autant que ça a été dit tout à l'heure, je crois, quand on a parlé de la transition écologique, aujourd'hui l'énergie n'est pas chère en fait par rapport à ce
le coût prévisible à venir, aussi les augmentations prévisibles à venir. Enfin, c'est relatif, hein, ce que je veux dire. Quand je dis qu'elle n'est pas chère, c'est toujours trop cher, mais si on regarde en Europe, en fait, du fait justement du plan nucléaire qu'il y avait eu, l'énergie n'est pas chère relativement aux autres pays européens. Donc, c'est vrai que ça peut être… Et sur la question énergétique, même pour dépasser l'électrique, moi, je pense que le vrai sujet au fond, c'est que on a tellement disposé grâce au pétrole d'une énergie bon marché. Enfin, le pétrole, c'est quand même on fait un trou dans la terre et on extrait de l'énergie que la nature a mis des millions d'années à créer par sédimentation. Enfin, on a tellement disposé de ces énergies bon marché qu'aujourd'hui, on a organisé plus ou moins notre confort et nos modes de vie avec une consommation importante d'énergie. Enfin, il y avait un scientifique qui disait dernièrement que notre consommation énergique par personne, c'est comme si on disposait chacun de 200 esclaves qui produisent de la mobilité, qui produisent du chauffage, qui produisent l'ensemble des biens de consommation qu'on a. Et donc, on vit aujourd'hui avec un niveau de confort et un niveau d'accès à des biens et des services qui est quand même extrêmement haut. Et c'est extrêmement compliqué d'envisager la réduction de notre niveau de consommation. Alors, soit à totalement privilégier la décroissance et de dire, oh là, on a vécu très au-delà de nos moyens, maintenant on va limiter les voyages en avion, on va plus se déplacer, enfin moi je ne crois pas trop à cette piste, parce que socialement, dans tous les cas, je pense qu'elle est très compliquée à… Mais voilà. Pardon, mais c'est l'intérêt de la taxe carbone aussi dont on parlait, puisque tout à l'heure, quand on visitait Diatex, on parlait de relocalisation aussi des entreprises et de finalement intégrer aussi tout ce qui rentre dans le coût des produits. Je crois que vous faites référence à Jean-Marie Jancovici, qui est un vulgarisateur très intéressant en la matière, qui est le plus grand expert en France dans le domaine de l'énergie, et qui explique qu'effectivement, si on veut atteindre des objectifs qui ont été fixés, de réduire, d'éviter de dépasser de plus de 2 degrés le réchauffement climatique à l'horizon 2050, il faudrait que la planète subisse un Covid par an, un confinement international de Covid par an. Donc, on a tous conscience que ce n'est pas envisageable. Et par conséquent, il faut vraiment prévoir une relève, une transition énergétique qui va nous permettre d'arrêter le charbon et autres. Alors, comme je sais que vous êtes spécifiquement sur la commission nucléaire et que vous avez rendu votre rapport sur les centrales nucléaires de 4e génération, si je ne m'abuse, l'objectif principal de cela est de s'affranchir de la dépendance de l'uranium et de pouvoir réexploiter l'uranium 238 N fois. Donc, on est totalement autonome vis-à-vis de l'extérieur, donc c'est extrêmement intéressant. Bon, il y a un risque, c'est le refroidissement avec le sodium liquide, c'est dangereux. Qu'est-ce que vous pensez de l'autre alternative qui est développée par les Américains et les Chinois actuellement, on va dire d'autres nations, qui consiste à faire des petites centrales nucléaires de 50 MW au lieu d'un EPR qui en fait 1500, qui fait peur à tout le monde. Et donc, la notion de petites centrales nucléaires, telles qu'on les voit sur des brises-glaces en Russie ou sur les porte-avions ou sur plein d'autres engins aujourd'hui qui existent à travers le monde. Est-ce que dans votre rapport, parce que vous êtes vraiment sur ce sujet-là, est-ce que vous avez abordé cette piste des petites centrales nucléaires de nouvelle génération, des micro-centrales nucléaires? Oui, ça fait partie des sujets qu'on a évoqués. Donc, c'est ce qu'on appelle les SMR, hein, les Smart Modular Reactors. En fait, l'idée, pour essayer d'expliquer simplement ce que c'est effectivement plutôt que de construire un gros réacteur, on va plutôt construire des plus petits réacteurs, typiquement qui tiennent dans cette salle, et par l'effet de série, plutôt les additionner plutôt que de construire le très gros, parce que ça permet de les fabriquer en atelier, ça permet de les recycler plus facilement, etc. Moi, je pense que c'est une piste à étudier qui peut être d'ailleurs cumulative à la 4e génération, puisqu'on peut à la fois avoir des petits réacteurs et de 4e génération, mais que peut-être que pour le marché français, ça ne correspond pas forcément au marché français, mais à plein d'usages, plein d'autres usages dans le monde, notamment au remplacement des centrales à charbon, dont vous avez bien fait de rappeler en introduction qu'une centrale à charbon s'ouvrait chaque semaine dans le monde avec un coût carbone, on va dire, assez effroyable. Et donc, ces SMR peuvent être la solution pour substituer ce type de centrale à charbon et peuvent aussi être utiles pour les usages qu'on appelle non électrogènes,
par exemple, en matière de chauffage urbain ou de désalinisation, le nucléaire, ça ne sert pas qu'à fabriquer l'électricité, ça peut aussi permettre de se chauffer, ça peut aussi permettre de fabriquer de l'hydrogène, par exemple. Et donc, c'est une voie prometteuse et dans laquelle, d'ailleurs, la France s'est engagée, hein, c'est SMR. Voilà. Et pour faire un peu de positif ce soir, là, on parle, donc je ne sais pas si vous avez compris, aujourd'hui, on a des réacteurs de 2e génération. Les EPR, c'est la 3e génération. C'est toujours le même fonctionnement, mais en plus sécurisé. Et là, la réacteur de 4e génération, c'est le réacteur donc, qui était l'objet de mon étude, qui seront peut-être mis en service dans une dizaine ou une quinzaine d'années. Et il ne faut pas oublier qu'on a une vision ultime du nucléaire qui est le nucléaire par fusion, parce que tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est le nucléaire par fission. Et le nucléaire par fusion, il vient gommer les deux défauts du nucléaire, à savoir la sûreté et les déchets, puisque c'est quelque chose, ce sont des réacteurs qui seront parfaitement sûrs. S'ils s'arrêtent, il n'y a pas besoin de les refroidir ou autre, et ils produisent 0 déchet. Par contre, on en est en phase de R&D là-dessus, notamment à Cadarache en France. Il y a un projet qui a été financé à 50% par l'Europe, le projet ITER, et on parle peut-être d'une mise en route industrielle, peut-être dans 75 ans, dans 100 ans. Donc, c'est encore quelque chose que l'homme cherche à maîtriser, cette fusion nucléaire, mais qui en tout cas est dans les tuyaux et dont les scientifiques sont très sereins sur notre capacité à progressivement à maîtriser. Voilà. Donc, finalement, ce que je dois dire simplement, c'est que l'humanité, par ses moyens de recherche et développement, je pense, saura, à l'échelle d'une ou deux générations, produire de l'énergie de manière décarbonée et totalement sécurisée. Voilà. Donc, on peut être quand même, à l'échelle d'une humanité, relativement confiant dans notre capacité à y arriver. Après, il y a dans 75 à 30 ans, ça sera difficile que vous en rendiez compte. Voilà, mais ça sera pour vos électeurs. Pour nos suivants. Voilà. Je crois qu'il y a une question en fait, sur la présence française. Ouais. Et juste avant de revenir au Sahel, quand même, on parle souvent de transition énergétique. On a quand même 2 gros problèmes sur la planète qui restent. C'est d'une part la chute de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on a beau régler la question de la transition énergétique, et moi je pense qu'on peut la régler, il ne reste pas moins que l'activité humaine fait que la biodiversité s'effondre, et ça c'est quand même un problème par rapport au respect de la nature. Et le deuxième sujet qu'on a quand même à traiter, c'est celui de l'insuffisance des matières premières, notamment des terres rares, parce que pour gérer la transition énergétique, on a besoin par exemple de batteries, et pour produire ces batteries, on a besoin de lithium et de terres rares, et on les a pas de manière illimitée sur Terre. Donc, ce que je veux dire, c'est que la transition écologique, c'est pas que l'énergie en tant que telle. Alors, il y a une question concernant l'avenir de la présence française dans la zone sahélienne depuis le retrait américain en Afghanistan. Alors, c'est un grand sujet, mais finalement, les annonces ont été faites avant de connaître la situation en Afghanistan concernant l'avenir de la présence française au Sahel, à savoir une réorganisation des forces pour mettre davantage les Sahéliens, on va dire, face à leurs responsabilités et les aider à être en matière de sécurité plutôt qu'à faire à leur place. Et donc, la feuille de route, j'allais dire, elle est tracée. C'est qu'aujourd'hui, on a 5100 hommes sur place et d'ici mi-fin 2022, on devrait en avoir que la moitié et plus en première ligne, mais davantage dans l'accompagnement des forces sahéliennes qu'on essaye d'accompagner pour qu'elles soient un jour en mesure de faire face seules à la menace terroriste. Voilà, c'est ça la roadmap française et européenne au Sahel. Mais la situation sur place n'en reste pas moins très instable. Vous avez noté, il y a encore quelques jours, il y a eu un coup d'État en Guinée. Et donc, malgré tout, on peut être des fois un peu pessimiste sur l'avenir de cette zone, au regard de sa capacité à faire face à tous les enjeux. Il y a un point dont on ne parle pas beaucoup sur la question sahélienne, mais à mon avis qui est fondamental, c'est la question démographique. Le Sahel, c'est la dernière région du monde où il y a encore 8 enfants par femme. Et donc, il faut voir ce que ça représente pour les pays en termes d'enjeux, en termes notamment de scolarisation, d'accès à l'alimentation. Et pour moi, c'est une des raisons de la tragédie qui se passe dans ces pays, c'est qu'ils sont tout bonnement pas en mesure
de faire face à cette démographie galopante. Et donc, la question démographique, il faudra à un moment donné l'aborder si on veut que ces pays se stabilisent un peu. Voilà. Mais ça, c'est pas, bien entendu, pas nous occidentaux qui allons dire aux Africains comment ils doivent gérer leur démographie. C'est à eux d'avancer dans cette réflexion. Voilà. Je ne sais pas si en ligne, il y a quelqu'un d'autre qui souhaite. Non, je suis le fil et j'avais vu ça. Ah, alors il y a des questions reçues par mail. Vas-y, je t'en prie. Ah, tu l'as envoyé sur Telegram. Ok, alors je vais essayer de les lire. Peut-être Est-ce que quelqu'un d'autre, sinon, en attendant? Il y a une question concernant la nocivité des ondes électromagnétiques de Madame Fiorini. Donc ça, je pense, c'est sur la 5G. Oui, sur la 5G. Bon, moi, je pense que là, moi, je m'en remets à la science, qui dit qu'effectivement, l'impact de l'environnement électromagnétique est non nul sur l'environnement humain, mais quand les niveaux d'exposition, on va dire, sont maîtrisés, il est négligeable d'une certaine manière. Donc, il y a une réglementation française et européenne qui permet de fixer les niveaux d'exposition, on va dire, des antennes relais. Et moi, j'ai très confiance sur le fait que cette réglementation, on va dire, permette de concilier à la fois les nouveaux usages qu'on souhaite, on a tous un téléphone portable ou presque dans la poche, et le respect des règles sanitaires. Donc, voilà. Il y a une agence, notamment en France, qui s'appelle l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences radio, qui est extrêmement regardante sur ces sujets-là, et donc je pense que dans notre pays, les choses sont regardées de manière extrêmement près. Et sinon, il y a une question plus locale, mais voilà, concernant un quartier de Saint-Genis en particulier. Je ne sais pas si ça concerne moins les sujets nationaux, mais je pourrais être la transmettre. À moins que le député veuille nous faire une dotation particulière sur ce quartier. Non, mais on va dire que ça concerne un peu plus le sujet de la sécurité au sens large, qui est une coproduction pour le coup entre l'État au travers de la gendarmerie et les collectivités au travers de la police nationale. Donc, moi, en tout cas, vous savez qu'au niveau national, il y a des efforts qui sont faits avec le recrutement de 10 000 policiers gendarmes, dont des effectifs qui sont arrivés un peu partout sur le territoire. Et j'ai noté qu'à l'échelle de la commune également, il y avait une politique extrêmement ambitieuse dans ce sujet-là. Et je suis allé voir, comme Madame la maire, le nouveau lieutenant de gendarmerie, qui m'a dit que l'articulation avec la police municipale se passait très bien, qu'ils avaient des radios qui étaient en permanence connectées. Donc voilà, j'espère que tout le monde va pouvoir avancer ensemble pour qu'il y ait un niveau de tranquillité publique qui soit satisfaisant sur la commune. Bah, si je peux juste compléter, c'est vrai que nous, depuis que nous sommes élus, nous avons vraiment fait des gros efforts. On a doublé nos effectifs, armé la police. Maintenant, on a une brigade de soirée. Mais c'est vrai que pour en avoir aussi discuté avec le commandant de gendarmerie, notre crainte, c'est aussi que, en fait, si nous, on augmente et que l'État diminue, il y a un moment, ça va devenir compliqué. Et c'est vrai que là, très concrètement, les effectifs, ils sont aussi réorganisés sur le territoire et que notre crainte, c'est quand même que les présences de la gendarmerie, si elles diminuent, je veux dire, nous, on va toujours augmenter notre police municipale. L'idée, c'est pas qu'on se substitue, c'est que justement, on puisse travailler de concert. Donc, les 10 000, ça serait bien qu'il y en ait quelques-uns qui viennent sur notre territoire saint-genois et autres, parce que c'est vrai qu'on essaye aussi vraiment de travailler en concertation avec les autres communes. On n'est pas la seule commune qui a augmenté ses effectifs, mais c'est vrai que ça, si je puis parler en tant que maire, nous aussi, on attend de l'État d'avoir un vrai appui par rapport à ce qu'on développe. Tout à fait. Et bon, je pense qu'au niveau des effectifs, je crois qu'il y a un seul poste en ce moment qui n'est pas pourvu à la gendarmerie parce qu'il y a eu un remplacement à faire là, qui devrait pas tarder à arriver. Il y a eu une attention aussi particulière sur le parc automobile de la gendarmerie ces dernières années, parce que on était tombé à des niveaux parfois un peu. Enfin, faut que les gendarmes puissent aller au moins aussi vite que les voleurs pour les rattraper. Je pense que tout le monde le comprend ici. Et la gendarmerie a vraiment réfléchi ces derniers mois à la bonne organisation, on va dire notamment la nuit, entre l'ensemble de ces brigades. Et là, il y a vraiment une bonne articulation, notamment avec les 3 brigades voisines, notamment Brignais, Mornan et Érigny, je crois, qui fait que 24 heures sur 24, quand vous appelez le 17, il y a une patrouille éveillée qui peut intervenir rapidement et des renforts qui peuvent être déclenchés si nécessaire.
Après, sur cette question de la tranquillité publique, bien sûr, on ne peut pas éluder la question de la judiciarisation derrière, parce que les gendarmes ont beau faire leur job, si derrière la sanction n'arrive pas, on va dire, le dispositif globalement n'est pas efficace. Donc, il y a des efforts importants en ce moment qui sont faits pour redonner à la justice de notre pays les moyens peut-être plus convenables, parce qu'on était pour le coup un des pays qui investissait le moins dans sa justice. Donc, il y a des efforts importants à ce sujet-là, pour que là encore, un peu comme sur les demandes d'asile, on puisse avoir des décisions de justice qui sont rendues dans des délais, on va dire, dissuasifs. Voilà. Puis, si je puis me permettre, à la fois aussi des décisions qui ne laissent pas forcément un sentiment d'impunité. Aujourd'hui aussi, c'est ce que je vous exprime, c'est ce qu'on entend aussi, c'est que beaucoup de citoyens ont l'impression que les délits, les personnes sont convoquées devant le juge et derrière, il ne se passe rien. Donc, les personnes ressortent, recommencent. Quand on entend certains qui ont des infractions et qu'on sont à une trentaine d'infractions, ça crée aussi un sentiment d'impunité. Et ça, c'est vrai que c'est très dommageable aussi dans l'exercice de la tranquillité publique. En tout cas, je pense que sur le niveau apporté par les gendarmes, enfin, je pas faire trop de comparaison avec la police, mais enfin, vraiment la commune de Saint-Gilles, me semble-t-il, a la chance, au-delà de sa police municipale, de compter sur une gendarmerie avec des gendarmes qui habitent sur place et dont le statut militaire fait que ils ont parfois des engagements qui peuvent dépasser un peu un engagement normal, mais voilà, voilà. Donc, je suis très attentif aussi au maintien des périmètres de gendarmerie théoriquement, la gendarmerie, c'était plus fait pour la ruralité, mais voilà. Je suis, en tout cas, moi, très attentif au maintien des bons périmètres entre police et gendarmerie. J'aurais une petite question pour rebondir un petit peu sur ce sujet-là. Évidemment, on est nombreux toujours à considérer qu'il faut plus de personnel de santé, d'infirmières, plus de policiers, plus de justice. Hein. On voit quand même des défaillances importantes dans ces domaines, de carence de personnel. Et donc, cette culture du toujours plus, finalement, elle coûte toujours plus cher. Alors, le PIB demande 1,5% par an. On s'aperçoit que les demandes, les exigences collectives sont bien supérieures à 1% de croissance, donc des dépenses possibles. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, on peut imaginer une culture de l'équilibre ou de se calquer sur le PIB? Il y a certaines nations qui sont en train de réfléchir à ça ou de l'inscrire dans la loi, dans la Constitution. C'est de se dire finalement, avec la numérisation de l'économie, on a quand même beaucoup besoin de moins d'interlocuteurs, de fonctionnaires. Que peut-on envisager à terme en matière de réaffectation de fonctionnaires, dont la mission devient un petit peu caduque parce que énormément de tâches sont numérisées, et puis de les réaffecter vers des secteurs en tension? Il fut une époque où Sarkozy disait on doit équilibrer exactement les départs des fonctionnaires avec les arrivées. Peut-être un petit peu caricatural. Mais est-ce qu'on peut envisager un système où on n'est pas toujours dans le toujours plus, c'est-à-dire qu'on met en face ce que l'on supprime? Des agences inutiles en tout genre, enfin, des comités théologiques, je ne veux pas les citer. Enfin, on est un petit peu fatigué avec tout ça, c'est de toujours remettre en perspective qu'est-ce qu'on va supprimer en ajoutant là où on a vraiment besoin collectivement de services. Ouais. Non, c'est un vaste sujet et dans ce qu'on a fait ces dernières années, on avait l'ambition en 2017 de réduire un peu la voilure. Alors, il y avait un candidat qui proposait moins 500 000 fonctionnaires, ça aurait été sans doute un peu compliqué. Le candidat Macron lui proposait une réduction de 100 000 fonctionnaires. Il a été dans la trajectoire, on va dire, les premières années, mais les différentes crises qu'on a subies d'une certaine manière n'ont pas permis, on va dire, d'aller au bout de l'objectif. Et dans tous les cas, on voit bien qu'on est face à une injonction contradictoire des citoyens qui nous disent à la fois on voudrait plus de services, plus de gendarmes, plus d'infirmières, plus de juges, et en même temps payer moins d'impôts. Et donc, il est compliqué de trouver les bons équilibres. C'est des choix politiques, on va dire, au sens noble du terme. Est-ce que la réforme du statut du fonctionnaire, c'est peut-être… Alors, quand on prend les gendarmes, je pense que si on faisait une réforme, il serait plutôt moins productif qu'aujourd'hui, parce que s'il y a bien des gens qui, à mon sens, qui se déploient, on va dire, sans compter, c'est ceux qui ont le
le statut militaire, hein, que ce soit les gendarmes, les gens de l'armée ou la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, par exemple. Quand on regarde ce que coûtent les pompiers de Paris, ce que coûtent les pompiers dans des villes de taille similaire, type New York ou Tokyo, enfin, le statut militaire des pompiers de Paris fait qu'on use et on abuse de leur disponibilité. Ils ont des gardes. Enfin, je ne sais pas s'il y a des pompiers de Paris qui nous écoutent. Enfin, je leur dis. Mais oui, il y a des pistes sans doute à explorer dans la réforme de la fonction publique. Et surtout, je pense qu'on a un rapport au service public à faire évoluer en se disant qu'on est tous aussi détenteurs d'une responsabilité en tant que citoyen et que le service public ne peut pas se substituer à tout d'une certaine manière. Cet été, j'ai eu l'occasion de passer quelques temps dans les pays scandinaves, pour tout vous dire, et j'ai été étonné à quel point les gens, les citoyens de ces pays sont mobilisés dans les politiques publiques d'une certaine manière. C'est-à-dire que sur les questions, par exemple, de propreté ou de sécurité, ils sont peut-être, ils montrent un niveau d'implication important qui fait que l'État n'a pas forcément besoin d'avoir des effectifs peut-être aussi importants que chez nous pour certains aspects. On a quand même des associations. Oui, on a des associations. Si je prends un exemple à Saint-Genis, on a beaucoup d'associations et beaucoup de personnes qui participent justement à la solidarité publique. Les nettoyages aussi, il y en a qui sont régulièrement organisés, des clean-up day, alors excusez-moi de l'anglicisme. Voilà, je pense que les citoyens sont impliqués. Déjà beaucoup, on parle toujours aussi en France de la richesse de la vie associative. Et effectivement, il n'y a pas qu'à Saint-Genis. Donc, c'est peut-être pas le même engagement ou la même visibilité, mais je pense que vraiment, quand on regarde nous ce qui se passe sur notre territoire, on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'engagements citoyens, que ça soit dans la solidarité, dans la culture aussi, parce qu'on développe aussi beaucoup de choses grâce aux associations, au niveau du scolaire aussi, du soutien scolaire. En tout cas, comme vous parliez de Nicolas Sarkozy, il avait aussi je me souviens d'un de ses slogans il y a une dizaine d'années qui disait dans les années 90, il y avait tant de fonctionnaires dans les collectivités et dans les années 2010, il y en a X centaines de milliers en plus et dans les années 90, il disait la France n'était pas sous-administrée. Ce qui se passe quand même depuis les années 90, me semble-t-il, c'est que le niveau du service public dans ce que fournissent les collectivités a aussi considérablement évolué, que ce soit en termes de politique culturelle, de crèche, de propreté, de sécurité, etc. Et donc, ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de fonctionnaires, c'est que l'attente de la population par rapport au niveau de service public est aussi extrêmement haute. Donc, peut-être qu'il faut aussi qu'on soit tous aussi raisonnables et que les choix politiques aillent peut-être dans le sens de pas effectivement tout le temps répondre favorablement au fait qu'il y ait plus de services si on veut que la dépense publique aussi soit moins importante. En tout cas, moi qui viens d'un territoire rural, je peux vous dire que ces 30 dernières années, notamment au travers des communautés de communes qu'on a créées, on a des services aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 30 ans, les déchetteries, les politiques culturelles, enfin tout ce que font les piscines, etc., etc. Donc, quand on s'aperçoit finalement de tout ce niveau de service public aussi, ça permet aussi parfois de se réconcilier aussi avec le nombre de personnes qui sont nécessaires pour faire tourner ces services-là. Il y a un chiffre qu'on doit avoir en tête, c'est qu'en France, on dépense environ 50% de notre PIB dans de la dépense publique. On peut dire, on est plutôt élevé par rapport à nos voisins, mais aussi parce qu'on a décidé collectivement ensemble de faire beaucoup de choses ensemble. Et que le niveau de service public reste quand même extrêmement appréciable dans notre pays. Voilà. C'est peut-être la simplification administrative. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. C'est sûr qu'on a du peut-être moins de fonctionnaires. Du travail. Ouais. Voilà, je vois qu'il est 19h57, alors je crois qu'on en prend encore un. Voilà. Il y a quelqu'un qui nous remercie. Ouais. En ligne, il n'y a toujours pas de questions. Je pense que habituellement c'est le contraire. J'aurais peut-être une question, alors peut-être plus sur un sujet peut-être un peu plus léger, qui est le sport et notamment la politique sportive au niveau de l'État.
on va avoir les JO qui prochainement en France. Et du coup, notre politique sportive va être un petit peu aussi regardée de plus près. Certains sportifs ont critiqué un petit peu la place du sport à l'école, notre vision du sport. Alors, je sais qu'il y a l'État a certainement un rôle, et au point de vue de notre municipalité, il y a aussi, je pense, des choses qui peuvent être faites. Donc, voilà, c'est un sujet qui peut être partagé à plusieurs niveaux. Ok, alors désolé, je n'avais pas vu la main qui avait été levée numériquement parce que l'écran est plutôt petit. Sur le sport, oui, mais je pense que vous avez raison de dire que les collectivités font beaucoup en la matière et puis également l'ensemble du tissu associatif et que les JO seront l'occasion de… moi, j'ai fait plusieurs forums des associations récemment. Les associations sportives disent que les JO, même quand ils sont à l'autre bout du monde, ont un effet extrêmement important sur les inscriptions et d'autant plus quand ils ont lieu en France. Et voilà. Et parmi les actions, alors aujourd'hui, pour tout vous dire, j'ai reçu un mail du cabinet de Roxana Maricianaou, qui est ministre déléguée chargée des sports, qui parmi les autres actions parlait du pass sport qui a été mis en place, donc il est dans mes mails, et qui dit que 5,4 millions de jeunes de 6 à 18 ans vont bénéficier de ce pass sport pour favoriser l'inscription dans des associations sportives. Donc voilà, ça peut être une des actions qui peut être mise en avant, ce passeport, voilà, qui permet de favoriser le sport pour tous. Pour préciser, en fait, justement, le service des sports de Saint-Genis-Laval, dès le mois de juillet, parce que ça avait été annoncé en amont de la décision, a informé toutes les associations sportives de la commune, justement, de la possibilité de l'offre de l'État d'avoir 50 € par licence sportive pour les jeunes. Donc, justement, pour aussi que les associations puissent communiquer à leurs adhérents et aussi favoriser l'accès pour certains enfants qui seraient moins favorisés. Donc, on l'a fait, on a relancé là au moment des inscriptions et du forum des associations. Et justement, parce que vous faisiez allusion à un côté plus local, donc peut-être que vous êtes dans une association sportive de la commune. Et début octobre, on organise des assises, alors pas seulement pour les associations sportives, mais pour toutes les associations. Et ça sera justement l'occasion, si vous avez des propositions à faire, vous êtes le bienvenu pour participer avec votre association, pour soumettre vos propositions pour qu'on puisse avancer vers les JO 2024. Et sachez que Saint-Genis-Laval est aussi une terre de champions. On a des championnes mondiales en trampoline. Donc, on a aussi la vocation, alors là, je vais rester un peu plus, je vais déborder du cadre du député, mais c'est vrai qu'on a aussi le souhait sur la ville de mettre en valeur nos talents et notamment sportifs. Voilà, en tout cas, un bel exemple d'engagement associatif et puis de soutien de la part de la commune, et puis l'État met son petit soutien supplémentaire, et je crois que tout ça permet d'atteindre l'objectif souhaité. Ça répond à votre question concernant le sport? Oui, après, par rapport à l'État, c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu des critiques de certains sportifs de haut niveau, justement, sur la façon de la présence du sport à l'école, en fait, aussi. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'associations qui permettent de faire du sport et du sport de haut niveau. Mais c'est vrai qu'à l'école, on n'est peut-être pas au niveau espéré. Voilà. Au niveau quoi, des temps dédiés au sport, typiquement, des infrastructures? Oui, c'est un ensemble, en fait. Voilà, mon point, c'est vrai que je rejoins un petit peu l'avis de certains sportifs de haut niveau. C'est pas forcément l'école qui va amener les jeunes à faire du sport et à aller vers du sport de haut niveau. Ça sera plutôt des associations. Et voilà, je pense que ça pourrait être corrigé et qu'effectivement, à l'école, on pourrait peut-être faire différemment avec peut-être plus de temps et une organisation un peu différente. Moi, j'ai l'impression que quand on regarde un peu autour de nous au niveau européen, on a quand même un temps passé à l'école qui est assez important en France par rapport à d'autres pays où on voit les écoliers qui, dès le milieu d'après-midi, on va dire, rentrent chez eux et
et participent beaucoup plus à des activités associatives. Donc, sans être du tout connaisseur de ce sujet-là, je pense qu'il serait intéressant de creuser, de savoir si à nos petits et à nos jeunes enfants, on leur donne, on va dire, suffisamment de temps, on va dire, de long de la semaine pour participer à des activités sportives, ou si on leur fait pas passer un temps un peu trop important à l'école. Je pense notamment aux Anglais et aux Allemands. On va demander à votre ministre, M. Blanquer. Mais peut-être qu'inversement, ils ont des grandes vacances, on va dire, qui sont un peu moins importantes, parce qu'on a cette chance aussi en France d'avoir des grandes vacances importantes, et peut-être qu'il y a plus d'étalage dans il y avait une dernière question du public. Oui. En Normandie, il y a des écoles où on ne rajoute pas d'heures sportives, mais chaque école est fournie de l'éducateur sportif. Et chaque enfant, de CP jusqu'à CM2, sort en sachant nager. Bien, rassurez-moi, parce que là, en France, quand on sort peut-être pas du CP CM2, mais normalement, la natation, est-ce que c'est une... Oui, c'est une compétence obligatoire. Normalement, chaque enfant en France qui sort de son primaire, c'est nager. C'est une compétence obligatoire, mais peut-être que ça fait... Non, de vrai. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que les institutrices ou les personnes n'ont pas forcément de l'âge nombreuses de faire, parce que des encadrements qui sont piscines, qui sont mis un gamin tout seul. Et puis, il y a des éducateurs sportifs qui sont spécialisés pour ça. Ouais. Non, mais c'est organisé dans le cadre de l'éducation nationale, c'est obligatoire à peu près on peut commencer à la grande section, mais sinon CP, CE1. Après, c'est plus la quantité des équipements, je dirais, qui aussi des fois fait que les cycles d'apprentissage obligatoires sont pas forcément remplis dans la totalité. Alors c'est vrai qu'il y a eu je crois que c'est dans les années 70 qu'il y a eu un grand plan piscine. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a plus de plan piscine. Et si vous prenez le territoire très proche de nous, de la ville de Lyon, on sait que la ville de Lyon est complètement sous-dotée en équipement de piscine. Donc, c'est vrai qu'après, pour apprendre à nager, il faut un bassin. Ok, bon, écoutez, c'est un point supplémentaire à travailler. Bon, il y a du travail. Oui, exactement. Non, mais je pense qu'il y a... En fait, moi, je voudrais conclure là-dessus, c'est qu'on a parfois l'impression qu'on atteint un certain niveau dans nos politiques publiques, dans une organisation qui fait que c'est bon, maintenant, on peut rester tel quel et ne plus rien faire. Moi, je pense que la vie et la vie politique, et notamment, c'est finalement en permanence des nouveaux défis qui s'ajoutent, parce que voilà, le monde évolue, les attentes évoluent. Et donc, voilà, je reprends ce que dit Marianne, il y a encore du travail, et je pense qu'il y aura du travail en permanence dans les générations qui arrivent pour toujours adapter les dispositifs et faire mieux. Et les échanges qu'on peut avoir, je pense, permettent de bien mesurer quelles sont les attentes, des fois d'avoir des idées comme ça. Et donc, c'est très appréciable, en tout cas, pour essayer de remplir son rôle d'élu au mieux. Voilà. Marianne, si tu veux, je te laisse le mot de la fin. Moi, je voulais remercier monsieur le député Gassivou, et puis aussi tous ceux qui sont intervenus ou qui ont suivi cette émission. Je crois qu'il va être rediffusé, c'est ça. Et donc, voilà. Peut-être savoir pour ceux qui voudraient vous joindre après, où est-ce qu'on peut vous joindre. Enfin, voilà, ça sera intéressant aussi. Parce que c'est vrai que finalement, quand vous l'avez évoqué en tout début, mais plus de 40 communes dans une circonscription, c'est comment on arrive finalement à pouvoir rencontrer ces administrés. Ouais. C'est vrai que la période Covid aussi a un peu supprimé toutes les manifestations où on peut avoir l'occasion de se croiser. Donc, c'est voilà, comment faire ce lien et puis pouvoir vous joindre pour les personnes qui le souhaiteraient. Alors, effectivement, 41 communes et 130 000 habitants, qui fait que dans tous les cas, c'est assez compliqué pour un parlementaire d'être disponible, on va dire, pour chacun. Un jour, j'avais calculé que si je voulais voir tout le monde sur les 5 ans, il fallait que je voie chaque semaine des milliers de personnes. En fait, j'avais fait la division, et donc c'est juste impossible. Par contre, on essaie d'être le plus disponible possible, et dans la manière de nous contacter, si vous ne nous croisez pas, il y a bien entendu le courrier postal. Il y a le courrier électronique thomas.gassiou@assemblée-nationale.fr.
Il y a le téléphone aussi qui est possible. Les réseaux sociaux, on a aussi beaucoup de demandes sur les réseaux sociaux. Et puis les présences dans les communes chaque jeudi après-midi, et on essaie de se tenir à une réunion publique comme ça en ligne chaque jeudi à 19h. Donc voilà, donc toutes les personnes peuvent se connecter chaque jeudi à 19h ou venir dans la commune où on est. Normalement, vous avez dû recevoir par votre postal un petit programme j'ai vu des personnes qui l'avaient tout à l'heure. Voilà ce que vous avez là, madame. Et donc, je me tourne un peu vers Fabienne qui organise ça. Je crois que la semaine prochaine, nous sommes à Coise, parce qu'on essaie d'alterner. Des fois, on est dans les monts du Lunaire, ensuite on redescend. Ensuite, on va redescendre à Vourles, je crois, pendant d'ici. Voilà. Voilà, pour qu'on essaye de… Alors, Vichenève, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est très… ça a plus d'une heure d'ici. Voilà, on essaie d'être présent en tout cas chaque jeudi. Et puis, n'hésitez pas en tout cas à nous écrire des mails. On doit en recevoir une centaine par jour. Mais on essaie de répondre à chacun dans la mesure du possible. Et si vous avez un sujet à creuser, vous pouvez solliciter un entretien individuel. Et puis, on se prend rendez-vous à l'occasion d'un passage dans une commune proche ou à Saint-Genis pour avoir un entretien. Et en tant qu'élu, c'est très appréciable en tout cas d'avoir ce genre d'échange. Donc voilà, en tout cas, merci. Merci à tous pour votre participation. Merci.